Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à la bibliothèque pour parler d'un ouvrage un peu particulier. Il s'agit d'une revue, elle s'appelle Recherche en esthétique et elle est publiée depuis 20 ans par le CEREAP. On va la découvrir tout de suite. On est au beau milieu d'une bibliothèque, on va peut-être pas parler trop fort. Bonjour Dominique Berthet. Bonjour Fanny. On va peut-être quand même faire un effort. 20 ans déjà, 20 ans de recherche en esthétique. Quel bilan vous tirez de ces 20 années de travail? Bien, un bilan évidemment extrêmement positif, puisque le destin d'une revue, c'est généralement de ne pas durer très longtemps. La plupart disparaissent au bout de quelques numéros, et celle-ci, par chance, avec beaucoup de persévérance, il faut bien le reconnaître, a réussi à se maintenir comme ça d'année en année, sachant qu'on n'est jamais certain de pouvoir sortir le numéro suivant. Donc voilà, on est toujours à la fois dans une prise de risque et puis dans un investissement permanent pour que cette revue existe d'année en année et qu'elle puisse se pérenniser le plus longtemps possible. Alors 20e numéro avec deux particularités, une thématique assez différente des précédentes et puis ce portfolio qui l'accompagne avec des œuvres d'artistes spécialement créées pour ce 20e numéro. Les artistes, comment vous les avez mobilisés? Est-ce que ça a été simple de les convaincre de participer à ce projet? Alors peut-être commençons par la thématique, hein, si vous voulez. Voilà, la thématique, donc création insulaire. Alors en effet, on pourrait se dire que cette thématique est un petit peu différente des autres, puisque les autres c'était art et engagement, l'imprévisible, l'audace, l'insolite, et j'en oublie naturellement. Mais en réalité, création insulaire, c'est l'aboutissement de l'ensemble de ces thématiques. Alors, il y a évidemment la Caraïbe, mais c'est un véritable tour du monde, puisque dans ce texte, il y a l'Océanie, la Polynésie, la Réunion, et tout cela est précédé d'un certain nombre de textes théoriques sur l'insularité, textes théoriques qui émanent d'auteurs qui sont ou bien des continentaux, ou bien précisément des insulaires, pour voir comment, dans l'imaginaire et dans la réalité, les choses s'appréhendent. Et pour ce qui est des artistes, alors du coup? Alors, pour ce qui est des artistes, donc, pour donner encore une dimension plus commémorative à ce numéro, j'ai sollicité 11 artistes, 5 artistes de la Martinique, 5 de la Guadeloupe et 1 artiste de France. Comment vous les avez choisis? Parce que ce sont des amis et ce sont des collaborateurs de la revue de très très longue date pour certains, comme Ernest Breuler quasiment dès le début. Qu'on va rencontrer tout à l'heure. Voilà, et puis ensuite de très bons artistes. Donc chaque personne qui a ce portfolio a une œuvre différente? Absolument. D'accord. Chaque personne a 11 œuvres différentes de 11 artistes. C'est un beau cadeau pour ces 20 ans. C'est un très beau cadeau. Quand même. C'est un très beau cadeau. À qui elle s'adresse, cette revue? Qui est-ce qui la lit? Qui est-ce qui a des choses à en apprendre? Il faut quand même être objectif. Les revues s'adressent en réalité à des publics assez restreints. Une revue, ça se vend moins qu'un livre, par exemple. Donc cette revue, elle s'adresse au monde universitaire, étudiant, enseignant, et nettement au-delà. Elle s'adresse à toute personne qui porte un intérêt sur l'art et peut-être plus globalement sur la culture. Eh bien, longue vie au CEREAP et longue vie à Recherche en esthétique surtout. Merci à vous. Merci beaucoup. On va tout de suite aller découvrir une galerie d'art, ça tombe bien, celle de Colette Nimard. Regardez, découverte. Cet espace donc est un espace d'exposition qui est une galerie d'art qui présente aussi bien peinture, sculpture, objets d'art également, et puis toute forme liée à la création artistique. Dans les projets, il y aura certainement des expositions photos, il y aura des choses un petit peu différentes. Et donc vous êtes à la galerie Colette Nimard. Il y a une voie qui est plus liée à la peinture haïtienne et à
tous les mouvements de la peinture haïtienne. Et puis, il y a une voie qui concerne plus la peinture caribéenne, contemporaine, mais pas seulement. Et en fait, la galerie, et c'est mon sentiment, je n'ai pas envie de l'enfermer dans des frontières. Donc, ça peut être aussi des artistes qui ont trait à l'Afrique. Un des points porteurs de la galerie, c'est un des espaces qui fait 4,50 m sous plafond, donc qui permet de présenter avec le recul suffisant de grandes toiles. C'est vrai que mon choix d'artiste, ce sont souvent des coups de cœur. Ange Bonello, c'est un personnage tout à fait singulier, tout à fait extraordinaire, avec un imaginaire débordant. Et là, j'ai une petite série de travaux sur l'Ain qui sont présentés uniquement à la galerie. Et effectivement, je le suis sur des projets précis qui seront peut-être d'ailleurs présentés sur Paris si on arrive à mettre nos projets en place. L'autre critère important, c'est vraiment la continuité dans la recherche. Ne pas s'installer dans une démarche qui est dans le charme, mais qui sort du fond des entrailles par rapport à quelque chose qui nous importe et qu'on a à expliquer. Parce qu'au-delà du coup de cœur, les choses continuent à se construire. De retour à la bibliothèque Schellcher avec un artiste incontournable, Ernest Breuller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aussi, vous participez beaucoup à cette revue. C'est important pour vous, ce genre de travaux? Oui, c'est important pour moi parce que c'est un espace d'expression, c'est un lieu de rencontre. Une revue, avant tout, c'est un lieu où se rencontrent des littéraires, des philosophes, des artistes, des critiques d'art. En même temps, c'est un outil de médiatisation de l'art. Pour un public, même s'il est relativement restreint par rapport à la question de l'art contemporain, néanmoins, ça sert à diffuser, mais aussi à faire connaître aussi les artistes, puisque c'est une revue qui aujourd'hui a une dimension internationale. Elle est distribuée en France, au Canada, aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Vous parliez des rencontres entre les critiques d'art et les artistes. Que représente le travail d'un critique pour un artiste? Écoutez, il y a deux fonctions. Hein. Le critique, avant tout, il est là pour désopacifier, pour clarifier, pour mettre à la portée du public ou des publics le travail de l'artiste. Mais vous savez, des critiques qui fréquentent régulièrement l'atelier. Quelque part, je parlais tout à l'heure de quelqu'un comme Baudelaire et Delacroix. C'est un échange qui a duré toute une vie et qui a permis aussi à Delacroix aussi de rectifier le tir à certains moments et vice-versa. Et donc, tout simplement parce qu'il a une vision. Et en même temps, dans ses questions, il repousse l'artiste dans ses retranchements. Il voit des choses que l'artiste n'a pas vues. Et dans cette rencontre qui est avant tout un lieu de débat, je crois que la position de l'artiste, c'est clair. Et je crois que c'est important et nécessaire pour son travail. Parce que l'artiste, il est seul, il est dans sa solitude. Et quelque part, dans cette rencontre, il se passe des choses extrêmement importantes. C'est le 20e numéro déjà de Recherche en esthétique. Est-ce que justement cette zone de contact vous a permis d'évoluer aussi? 20e numéro, ça ne me rajeunit pas, qu'on le veuille ou pas, mais je dois dire que c'est une chose aussi exceptionnelle, parce que les revues, vous avez vu le nombre de revues qu'il y a eu aux Antilles, et surtout la Martinique est une terre de revues, les revues ne tiennent pas longtemps. En même temps, je dirais qu'elle a apporté à tous les artistes, notamment parce que les artistes pensent, ce sont des penseurs aussi, ils écrivent, et la revue leur a permis de mettre à jour leurs problématiques. Je crois que c'est très important. Ça nous permet aussi de clarifier notre pensée et de faire le point avec nous-mêmes et de le mettre justement en évidence face à un public. Je crois que c'est
extrêmement important pour les artistes. Merci beaucoup Ernest Breuer d'avoir été avec nous pour cette émission. On va tout de suite retrouver une autre contributrice à ce 20e numéro de Recherche en esthétique, Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Fanny. Perchée là-haut au milieu des bouquins, je sais que vous avez vous aussi écrit dans cette revue Recherche en esthétique numéro 20. Tout à fait. Chapeau l'artiste. Merci. Donc du coup vous nous parlez de revue. Oui, on va parler de revue car la Martinique a toujours été une terre de revues. Un Dixit Géry Létang, maître de conférences, docteur, anthropologue martiniquais extrêmement connu. La preuve, nous avons tous entendu parler de la revue Tropique, fondée par Suzanne et Aimé Césaire et René Ménil dans les années 40, qui fut l'un des porte-voix de l'opposition au régime de Vichy, mais elle fut loin d'être la seule. La revue Acoma, dirigée par l'ambassadeur du tout-monde, Édouard Glissant, entre 71 et 73, permit de s'interroger sur les caractéristiques sociologiques de la société antillaise. Il y eut la revue Carbet, qui relatait des sciences sociales en Martinique, entre 83 et 91, d'André Lucrèce et Serge Domy. Archipélie, quant à elle, fut une revue littéraire de haut vol, dirigée par Corinne Mincé-Castor, Raphaël Confiant et Pierre Dumont. Pensons aussi à la revue Portulan, dirigée par Roger Thompson entre 1996 et 2002, qui nous parle de littérature, de la société et des cultures des Caraïbes et des Amériques noires. Il faut mentionner aussi la revue Études caribéennes, les Cahiers du patrimoine, la jeune revue L'Incertain sur la création littéraire et critique, et j'en passe. Oui, c'est vrai qu'il y en a énormément. Énormément, alors autant dire que la revue Recherche en esthétique est, de toute évidence, l'héritière et le point de départ d'une longue et brillante lignée en la matière. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup Olivia d'avoir été avec nous, puis félicitations pour cet article dans Recherche en esthétique. On va tout de suite retrouver Steve. Bonjour Steve. Bonjour Fanny. De quoi on parle aujourd'hui? Dans le domaine du cinéma, comme dans celui de la littérature ou de la peinture, que ce soit les programmateurs, les réalisateurs, les artistes, on a tous besoin de ce regard critique sur ce qu'on fait, sur notre métier. Et c'est aussi ça le rôle et l'importance des revues. Et à titre personnel, il y a une revue qui m'a particulièrement marqué, ce sont les Cahiers du cinéma. C'est une revue qui a été créée en 1951 à l'initiative de plusieurs personnes, mais on peut retenir deux noms, André Bazin d'une part et Jacques Deniol-Vacrosse de l'autre. Un journaliste, l'autre qui est issu vraiment du monde du ciné-club. Et à travers cette revue, il y a eu toute une réflexion sur le cinéma. Le tournant de cette revue, c'est quand à peu près aux alentours du numéro 20, arrive dans cette équipe toute une série de ce qu'on va appeler les jeunes Turcs. Alors les jeunes Turcs sont devenus tous célèbres maintenant, ce sont des gens comme François Truffaut, comme Jean-Luc Godard, comme Éric Rohmer, comme Jacques Rivette. Et ces jeunes critiques à l'époque vont avoir un vrai discours sur le cinéma et vont revaloriser des réalisateurs qui étaient considérés comme des réalisateurs de commande. On pense par exemple à Howard Hawks, un réalisateur américain, qui vont avoir une réflexion sur le cinéma français de l'époque et qui vont nous apprendre à voir le cinéma un petit peu différemment. Et puis on peut dire que le dernier autre grand tournant, ça va être dans les années 80. Il y a eu une réflexion sur comment écrire autour du cinéma différemment. Serge Danet disait qu'il était un cinéphiste, c'est une expression que j'aime beaucoup, pour montrer le lien entre le cinéma et sa vie réellement, comment il y a des liens comme ça qui se sont tissés entre sa vie, son rapport à la critique et le cinéma. Et tout ça pour vous dire qu'à travers l'histoire de cette revue, on voit toute l'histoire de certains cinémas français, toute l'histoire de certains cinémas mondiaux. Et c'est pour ça que très souvent, nous pensons qu'il est utile ici en Martinique qu'il y ait des gens qui écrivent autour du cinéma. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des revues comme celle qu'on a découverte aujourd'hui. Et puis que le cinéma soit aussi l'objet d'un échange et d'un discours. Merci beaucoup Steve. Merci. On te retrouve la semaine prochaine. Toujours. Pour parler cinéma évidemment. Et vous aussi, on vous retrouve jeudi prochain à 20h sur ATV. D'ici là, n'oubliez pas que la Martinique est une terre d'artistes, de critiques évidemment, de revues aussi, vous l'avez découvert. Je vous laisse avec l'agenda. À la semaine prochaine. Salut à tous! Cette semaine, place aux femmes, des femmes d'art plastique pour commencer, comme celles qui exposeront à l'Hôtel de Région les 7 et 8 mars. Un rendez-vous baptisé « Quand l'art se fait femme » à découvrir gratuitement de 9h30 à 21h. Autre expo, toujours au féminin, celle d'Angela Pierre-Louis, intitulée « Passage ». C'est à la bibliothèque Schellcher du 6 au 27 mars.
Le 6 mars, c'est aussi la date qu'a choisie Yveline Serenus pour investir la distillerie St. James à Sainte-Marie. Elle y expose jusqu'au 28 mars. Les femmes seront également au rendez-vous à l'Atrium dimanche 8 mars. D'abord avec Femmes en voix, Femmes en soi, un spectacle qui rassemble Voix Belle Dame, Yawa, Mapi, Nicole Cage, Ouida Damra et Danieli Francisque. Ce sera sur l'esplanade de l'Atrium à 17h, suivi à 18h30 du concert de la chanteuse haïtienne Emeline Michel. Avec Valérie Loury et Mimi Nelzi, elles prendront le pouvoir, Salle et Aimé Césaire. Enfin, puisqu'il fallait un homme dans cet agenda, pour éviter toute discrimination, notons que l'immense Manu Katché sera lui aussi sur la scène de la salle Aimé Césaire vendredi 6 mars dès 20h. Voilà pour cette semaine Room Emperor, ou presque. Rendez-vous jeudi prochain pour toujours plus de culture.